Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Yamaha YBR 250 de 2008. Allez, c'est parti! Les amis, j'ai de nouveau la chance de pouvoir tester une rareté grâce à l'un de mes abonnés qui est venu jusqu'ici sur mon lieu de tournage habituel afin que je puisse tester cette petite machine. Merci encore à lui d'être venu jusqu'ici. Si vous suivez ma chaîne, vous avez peut-être déjà vu le test de la YBR 125, une machine qui était fréquemment utilisée par les auto-écoles, une moto typée un peu utilitaire, pas vraiment jolie, mais plutôt fiable, pas très puissante, mais très facile, très maniable et surtout économique. Eh bien, beaucoup d'entre vous ont complètement oublié qu'il y a eu une déclinaison en 250 de cette YBR, vendue bien plus tard, et vous n'en croisez quasiment jamais sur les routes, parce qu'en France, ça a fait un flop total. Au niveau esthétique, c'est relativement similaire entre la 125 et cette 250, alors que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a quasiment aucune pièce en commun entre ces deux machines. Le cadre est différent, le moteur est différent bien sûr, et à part peut-être une ou deux pièces d'accessoires, globalement tout est spécifique à cette YBR 250. Et bien que ce soit une Yamaha, celle-ci n'était pas construite au Japon, elle venait d'une usine au Brésil. Comme son nom l'indique, elle est motorisée par un 250 cm3. Il s'agit d'un monocylindre, comme sur la 125. Un monocylindre pas fait du tout pour la performance, hein. C'est un moteur classique à refroidissement par air et il développe 21 chevaux. Elle est aussi forcément un peu plus lourde que la 125. Là, on est sur un poids tout plein fait, c'est-à-dire avec environ 20 litres de carburant de 155 kg. La machine que je teste aujourd'hui est assez proche de la configuration d'origine. On a juste un ou deux accessoires. L'accessoire que vous pouvez voir instantanément, il s'agit de cette petite bulle qui est de la marque Puig, qui, je l'espère, sera utile pour dévier un peu le vent. Et on a aussi à l'arrière un support de top case qui intègre aussi des poignées pour le passager. Pour le reste, cette machine est vraiment en configuration d'origine, y compris au niveau de l'échappement. On a donc, comme sur la 125, un échappement latéral du côté droit, en position basse. Assez disgracieux, il faut l'avouer, il est vraiment disproportionné par rapport au reste de la machine. Et celui-ci a en plus une excroissance un peu disgracieuse qui sert de catalyseur. Le bruit est très très faible, hein. Pour l'instant, en roulant en agglomération, j'entends à peine la machine. Au niveau de l'ergonomie, c'est très similaire à la 125. Elle n'est pas beaucoup plus grosse, hein. J'aurais aimé justement pouvoir mettre la 125 et la 200 côte-côte pour voir les différences, mais de mémoire, ça doit vraiment être assez similaire. On a une position très très droite sur cette machine. Le guidon est bien large, un petit peu recourbé vers le pilote, ce qui fait qu'on n'est pas du tout penché vers l'avant. Le réservoir n'est pas trop large, on peut bien le serrer avec les genoux, et la selle est relativement basse, donc lorsque vous n'êtes pas très grand comme moi, vous arriverez sans problème à mettre les deux pieds complètement à plat. Cette position très droite permet également de prendre les infos autour de nous sans la moindre difficulté. Je peux quasiment me retourner sans lâcher le guidon, ça c'est vraiment génial. Ça apporte un sentiment de sécurité sur la route. Et ce sentiment est encore maximisé par les rétros qui sont pas très jolis mais très bien placés, et je vois donc parfaitement bien ce qui se passe derrière moi, et ça sans avoir à bouger les bras. C'est vraiment impeccable. Alors de nouveau, ce qui surprend, c'est le manque de sonorité. Déjà en roulant à peine à 50-60, j'entends plus le bruit du vent sur mon casque que le bruit du moteur ou de l'échappement. Ce qui est assez agréable avec ce genre de machine en 250 par rapport à une 125, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de monter dans les tours pour rouler à vitesse légale. Là vous voyez, je suis à 45-50, je suis à 2500 tours, et si j'ai envie, ça reprend quand même un petit peu.
j'ai pas la nécessité, comme avec une 125, d'être tout le temps à 5, 6 000, voire plus haut. Là, on est avec une moto vraiment tranquille et donc encore moins audible, vu que le moteur est tout le temps à bas régime. On sort de l'agglomération, j'accélère un bon coup. Là, la sonorité est un petit peu plus présente. Faut pas hésiter à le monter dans les tours. Et vous voyez qu'on revient aux vitesses légales assez rapidement. Et de nouveau, l'échappement est vraiment extrêmement silencieux. Même en montant la machine à 8-9 000 tours, je l'entends à peine. Alors par contre, l'efficacité de cette bulle Puig est inexistante. Là, en roulant à 80, je vois pas de différence que je sois assis normalement ou même debout. J'ai autant d'air qui arrive sur moi. Donc c'est vraiment que c'est complètement inutile. Alors me voilà dans un petit virage à basse vitesse et ça se conduit comme la 125 hein. C'est hyper facile, vous regardez où vous voulez aller, la moto y va toute seule. Elle est ultra maniable. Cette machine est équipée de pneus très fins hein. À l'avant c'est du 17 pouces en 100 et à l'arrière 17 pouces également en 130. Donc c'est même plus petit que sur certaines 125 neuves. Comme d'habitude, on va utiliser cette route afin de tester l'accélération. Je rappelle donc qu'on est sur une moto avec un monocylindre qui développe 21 chevaux. Elle est donnée pour un poids tout plein fait de 155 kg. Et là, il y a le plein. Il n'y a pas réellement d'aide électronique, il n'y a rien du tout, il n'y a même pas l'ABS. Par contre, le moteur est lui alimenté par injection électronique. Eh bien, on est parti pour tester l'accélération de cette machine. Allez, let's go! Comme je le disais tout à l'heure, ça monte très vite dans les tours. On monte à quasiment 10 000. Et j'arrive à 100 en fond de troisième, à quasiment 10 000 tours. L'accélération n'a rien d'impressionnante, mais en même temps, elle est bien meilleure que sur une 125 YBR. Maintenant, on va tenter un petit demi-tour. Déjà, vous pouvez voir que j'ai les deux pieds complètement à plat du haut de mon 1m70 m, donc ça c'est vraiment un bon point pour les petits. Je signale mon intention de tourner, je braque à fond. Voyons si ça braque aussi bien que la 125 qui était clairement une des meilleures dans cet exercice. Et non, ça ne braque pas aussi bien que la 125, mais on braque quand même bien. Vous voyez que je finis pile sur l'autre fil et même plus proche du milieu de la route que du bord. Donc ça braque plutôt bien, mais bon, la 125, elle tournait quasiment sur elle-même. Je finissais à moins du milieu de la route. On est reparti pour une petite accélération et ensuite je me concentre sur le freinage. Allez, let's go! Donc rupture à 10 000 tours. Et maintenant je ralentis, donc frein arrière ça freine assez bien. Et le frein avant, il a du mordant, il est efficace. Alors la sensibilité dans la première phase, vous voyez qu'il y a un gros jeu où il se passe absolument rien. Ça c'est un peu dommage, mais une fois qu'on commence à trouver le point où il y a du mordant, franchement ça freine plutôt bien pour une petite machine de ce genre. À l'avant on a un monodisque et à l'arrière c'est encore un frein à tambour. Et ce frein arrière fonctionne plutôt bien. Ce qui montre une fois de plus que faut pas dénigrer les tambours. Quand ils sont bien en état et bien dimensionnés, et ça fonctionne plutôt pas mal hein. Maintenant un petit rond-point. Et une fois de plus, il n'y a aucun effort à faire hein, pour incliner la machine. Et je ressors. Elle prend assez vite des tours hein. Entre 5 et 10 000, elle rechigne pas. Il n'y a pas de point mort. C'est assez linéaire. Et vous voyez que si je vérifie pas ma vitesse, au final, assez rapidement, je suis au-delà des limites hein. De nouveau un petit freinage, frein arrière ça ralentit déjà assez bien et le frein avant est complète très bien. J'ai un bon mordant quand on met de la force sur le levier hein. D'ailleurs les leviers de frein et d'embrayage sur cette machine ne sont pas réglables. C'était un défaut déjà présent sur la version 125. Vous pouvez voir qu'ils n'ont pas fait mieux sur celle-ci. Ça c'est assez dommage. Au niveau des commodos,
bah, je pense que ce sont quasi les mêmes que sur la 125. On retrouve tout ce qui gère l'éclairage à gauche, démarreur, coupe-circuit à droite. Et on a un emplacement qui devrait normalement être réservé à un feu de détresse sur la gauche. Mais celui-ci est vide et complètement inutilisé. Ça, c'est vraiment dommage. Ouais, ça se balance vraiment tellement facilement cette machine. Et on se sent en sécurité avec ce genre de machine. Vu qu'il n'y a pas beaucoup de puissance, on n'hésite pas à réaccélérer à fond. C'est rassurant. En fait, c'est juste la sensation d'une 125 en mieux. Vous n'avez pas le déficit de couple et de performance qu'il y aurait sur une 125. Là, c'est pas beaucoup plus puissant, hein. Je rappelle, les 125 sont limitées à 15 chevaux. Celle-ci en fait 21, donc pas un gros gap. Mais pourtant, ça change absolument tout à l'utilisation. Cette 250 est bien plus plaisante. Le tableau de bord sur cette machine est constitué, vous le voyez, de deux gros compteurs à aiguille, un pour la vitesse, l'autre bien sûr pour le contour. Et en dessous, vous avez un petit écran à cristaux liquides qui vous donne votre jauge de carburant. Vous avez aussi une horloge, trip 1, trip 2. C'est assez minimaliste, mais pour une machine de ce genre, c'est déjà plutôt pas mal. Certaines autres ne donnaient pas autant d'informations. Maintenant, on va tenter la souplesse de ce moteur. Donc, je passe toutes mes vitesses, 3e, 4e, 5e. Donc là, je suis en 5e à 30 km/h. Voilà, le moteur, il aime pas trop, non. Je redescends en 4e, et là, en 4 à 30 km/h, il repart. Les monocylindres ne sont pas réputés pour leur grande souplesse, mais vu qu'on est sur une machine avec une cylindrée assez faible, franchement, c'est quand même plutôt pas mal. Et comme je le disais précédemment, l'avantage de cette 250, c'est qu'on peut quand même cruiser avec un rapport engagé assez élevé. Là, je suis à 50 en 5e, à peu près 3000 tours. Et franchement, ça me permet de rouler en consommant très peu. Si je veux réaccélérer, forcément, ça reprend pas comme une balle, mais ça reprend quand même. Là, je suis à 50 en 4e et en côte, je suis à 3500 tours, j'accélère à fond. Et vous voyez que ça reprend. Là où une 125 sur le même rapport, je pense qu'elle aurait quasiment pas bougé. Et quand je commence à dépasser les 6-7 000 tours, là le moteur il arrive vraiment à sa puissance max. Et ça accélère pas trop mal. Nous arrivons maintenant sur un petit Dodan que je vais prendre bien sûr à 30. Alors c'est assez mou, hein. Sur cette machine, on a une fourche à l'avant classique qui n'est pas réglable et à l'arrière un mono-amortisseur en position centrale qui est réglable uniquement en précharge. Et là actuellement il est réglé sur la position intermédiaire et franchement l'amortisseur arrière est beaucoup trop mou. Peut-être que je suis trop lourd. Pour moi il faudrait très certainement le régler plus ferme. Là à chaque fois que je prends un Dodan à la sortie, l'arrière s'écrase complètement. Vous voyez, ça fait un peu cheval à bascule, c'est pas très agréable. L'avant semble de meilleure qualité ou du moins mieux réglé. Allez, voyons si cette machine peut être fun dans une succession de virages. On monte assez vite dans les tours et clairement ici les 20 chevaux sont largement suffisants. Et cette maniabilité, cette manœuvrabilité, c'est vraiment génial. Et le frein, même s'il n'a pas une sensibilité géniale sur la première partie, il est largement efficace. On ne se sent pas en danger, on arrive un peu vite, on freine un peu fort. Il y a moyen de s'amuser avec cette machine, hein. Mais c'est vrai que là je suis vraiment aidé par le fait qu'il s'agisse d'une descente. En montée, je pense que la machine serait un peu plus à la peine vu sa faible puissance. Allez, maintenant je sors, je réaccélère et on va dépasser ce poids lourd. Donc vous voyez bien que pour dépasser, ça n'a pas grand chose à voir avec la 125 qui ne faisait que 10 ou 11 chevaux si je me souviens bien. Là on est au double de la puissance et clairement on se sent bien plus en sécurité sur cette 250. Ce moteur est plutôt agréable, hein. Il nécessite d'être assez haut dans les tours pour avoir un peu de patate, mais il y va très vite et sans à-coups, sans rechigner. Je suis vraiment surpris. Maintenant nous allons faire un crochet sur l'autoroute. La YBR 125 était à la peine ici, voyons si la 250 s'en sort mieux. J'accélère un peu fort et on va s'insérer.
On va maintenant dépasser ce poids lourd. Donc ici ça monte, mais vous voyez que j'arrive à monter déjà à 110, 120 sans trop de difficulté. Je suis sur le dernier rapport actuellement, je suis en 5e. Et la protection est toujours aussi inexistante. J'ai de l'air qui arrive absolument partout sur mon corps. La tête, le buste, les jambes, les poignets. Je suis absolument pas protégé. Je vais maintenant faire un test de relance. Là vous voyez, je suis à peu près 110 en 5e. J'accélère à fond. Donc 115, 120, 125, 130. Ça continue de prendre un peu de vitesse. Et on sent bien qu'on arrive aux limites de la machine. Vu qu'à un peu moins de 140, on est déjà sur le dernier rapport à 9000 tours. Donc clairement, 140 c'est la vitesse max de ce véhicule. Et c'est dommage hein, que j'ai autant de bruit sur mon casque avec l'air, car la moto sinon est plutôt agréable. Même maintenant à 120-130, j'ai pas trop de vibrations et la selle est très confortable. Je pourrais rouler comme ça pendant très longtemps. C'est bien plus agréable et surtout bien moins dangereux qu'avec son homologue 125. Au niveau de l'éclairage sur cette machine, il n'y a rien d'extravagant. C'était une moto de nouveau qui se voulait utilitaire et pas trop chère. On a à l'avant un gros phare rond à ampoule halogène, tout ce qu'il y a de plus classique, couplé avec deux clignotants, une fois de plus très classique. La seule particularité, c'est à l'arrière, vous avez le feu arrière qui intègre également les clignotants. Et ça, et bien sûr, si vous vous retrouvez dans une circulation un peu dense, comme ici, ou en ville, la moto est parfaitement adaptée, elle est conçue pour ça, elle est parfaite dans cet usage. Si vous voulez une moto vive, pas chère, économique, eh bien c'est exactement ce qu'il vous faut. Hein. Eh bien finalement les amis, je suis assez surpris par cette machine. Hein. Je m'attendais à un truc un peu mollasson, à peine mieux qu'une 125. Et en fait, bah, c'est vraiment mieux qu'une 125. Et d'ailleurs, si on pouvait avoir un jour des 125 avec ce niveau de performance, ce serait vraiment génial. Mais bon, il faut arrêter de rêver. Maintenant qu'on a vu ce que ça donnait sur la route, parlons un petit peu des autres aspects de cette machine. Tout d'abord, au niveau des rangements, vous avez sur cette moto une grande selle qui s'enlève facilement et en dessous il y a un rangement qui est relativement grand. Normalement il y a une trousse d'outillage qui est fournie avec la machine, là aujourd'hui elle n'est pas présente. Et vous l'avez vu, le propriétaire de cette machine a rajouté un support pour un top case. Et je pense clairement que ce genre de machine se destine à avoir ce genre d'accessoires, vu que ce sont clairement des utilitaires. La consommation de ce modèle est comprise entre 3,5 litres et 4 litres en fonction de votre façon de rouler, ce qui est à peine plus que la version 125. De mémoire, la 125 devait faire 2,5 litres, 3 litres au 100. Donc celle-ci avec une cylindrée et une puissance qui est doublée, ça me choque pas qu'elle arrive à 3,5 litres. Et le réservoir fait lui 19 litres, donc vous avez une assez bonne autonomie. Le petit défaut par contre, c'est que le bouchon du réservoir n'est pas sur charnière. Donc quand vous faites le plein, vous gardez le bouchon dans les mains, ça c'est assez pénible. Donc à l'heure actuelle, cette machine, je dirais, à qui se destine-t-elle? Globalement à ceux qui veulent un utilitaire urbain économique et ultra facile comme pourrait l'être la version 125. Et si c'est quelqu'un qui a déjà le permis A2 ou A, franchement, oubliez la version 125. Essayez tout de suite de trouver cette version 250. Elle n'est pas facile à trouver car ça a fait totalement un bide en France. Ils en ont vendu très très peu. Tout simplement parce qu'en France, on a toujours boudé ce genre de petite cylindrée pas très puissante et économique. Et aussi, l'autre facteur qui a fait que ça s'est mal vendu, c'était le tarif. Elle était vendue de mémoire entre 4500 et 5000 balles. En 2008, donc à l'époque pour le même prix vous pouviez avoir chez Suzuki un GSE 500 qui faisait plus du double de la puissance et bien plus valorisant. Donc je peux comprendre qu'à l'époque ça soit absolument pas vendu. Maintenant une machine en bon état, ça se négocie entre 1500 et 2000 euros. Tout dépend bien sûr du kilométrage. C'est une machine qui est réputée assez fiable et pas trop coûteuse en entretien. Celle que j'ai aujourd'hui a dépassé les 55 000 km et vous voyez qu'elle fonctionne très très bien.
Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette Yamaha YBR 250, modèle de 2008. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre ça dans les commentaires. Si vous êtes l'un des rares possesseurs de cette machine, ou si vous l'avez possédée, ou ne serait-ce que testé, dites-nous ce que vous en avez pensé. C'est parce que c'est une moto, comme je l'ai dit, qui a vraiment complètement bidé en France. Et ce sera intéressant d'avoir vos retours d'infos, vu qu'il y a très peu au final de tests ou d'infos sur ce modèle. Je tiens encore à remercier l'abonné qui a fait pas mal de route pour venir me prêter cette machine, c'était super sympa de sa part. Et je reprécise d'ailleurs que l'ensemble des tests sur ma chaîne sont faits en collaboration avec mes abonnés. Donc si comme lui vous avez un véhicule, que ce soit 2 roues ou 4 roues, que vous aimeriez me voir tester, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. J'espère que vous aurez apprécié ce test. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, vu que je sors ce genre de test très régulièrement. Je m'en vais maintenant rendre cette machine à son propriétaire. Et moi je vous dis, comme d'habitude, à bientôt et V à tous. Maintenant, il me reste à trouver quelqu'un qui a sa concurrente de l'époque, la Suzuki Inazuma 250, qui était avec un monocylindre d'une puissance assez similaire, mais qui était vendue un peu moins cher de mémoire.